tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Ici on raconte ce qui ne se voit pas toujours, les parcours sinueux, les choix courageux, les doutes, les déclics et ces moments de bascule qui changent une trajectoire. À chaque épisode, des personnalités inspirantes ouvrent la porte de leur vraie vie, celle où l'on se cherche, où l'on se relève, où l'on ose, parce qu'au fond, ce sont ces histoires-là qui nous transforment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Alors aujourd'hui on est à Paris à l'hôtel Le 6, donc il va y avoir un petit peu de bruit de vaisselle, voilà, c'est ambiance très hôtellerie et très parisienne. Et j'accueille aujourd'hui Thierry Gouvenou, donc, qui est le directeur technique du Tour de France. Bonjour Thierry, ça va? Oui, bonjour. Derrière chaque grand parcours, il y a des virages, des détours, des lignes droites, mais aussi des moments de doute, des reprises d'élan et de reconstruction. Alors aujourd'hui, donc je te reçois toi, donc un homme qui connaît mieux que quiconque tout ça, ce qui signifie tracer sa route, puisque tu traces la route du Tour depuis combien de temps maintenant? 14 ans, c'est Alors ça? ouais, c'est le 14e là, que j'ai tracé cet automne. Ouais. J'ai commencé à la 101e édition du Tour de France. À la 101e, ouais. Donc tu n'as Voilà, pas fêté les 100 ans. de se rappeler. C'est le 101e, ok. Et donc tu es ancien coureur professionnel, tu as participé à 7 Tours de France avant de devenir donc, l'architecte, c'est ce qu'on dit. Directeur technique depuis 2014, et donc tu dessines les parcours, tu imagines les étapes. L'idée, c'est de faire briller chaque année des millions de passionnés en France et à travers le monde, c'est ça. Et derrière la légende du Tour, il y a un autre parcours, celui d'un diplômé d'Éclore, du CNPC à l'époque, qui s'appelle Éclore aujourd'hui. Un diplômé, un étudiant et puis une personnalité curieuse, réfléchie, attachée aux valeurs humaines et à l'esprit d'équipe. Ça te définit bien? Ouais, je pense que oui, c'est une belle définition. Hein. L'équipe, oui, c'est vraiment primordial dans mon parcours. Ouais. Et donc dans cet épisode, on va parler de dépassement, de sens, de doute, mais aussi de la vraie vie. Parce que cette année, on a décidé pour nos jeunes, pour nos diplômés, pour tout le monde, tu vois, cette expression qu'on utilise maintenant, la vraie vie, voilà, on a décidé de remettre les choses dans la vraie vie, au cœur de la vraie vie. Et celle qu'on construit, en très fort, intuition, humanité. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Bienvenue Thierry. Oui, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est normal. Hein. C'est vrai que ce passage par le CNPC, Éclosion, c'était un moment important dans ma vie. Ouais. Et ça me fait plaisir de remémorer ces moments-là et puis de créer du lien entre ce que j'ai appris là et ce que je fais maintenant. Super. Alors toi, tu es né à Vire, on l'a dit tout à l'heure, en Normandie. Et quand tu repenses à ton enfance, qu'est-ce qui te vient d'abord? Les routes, les paysages, les gens? J'ai envie de dire, la chose la plus importante à mes yeux, quelque part, c'est le magasin de mes parents. Ouais. Ils avaient décidé, après une expérience dans les métiers de la bouche, de vivre de leur passion et de prendre un magasin de cycles. Et donc j'ai vécu dans un magasin de cycles à partir de mes 7 ans. Et c'est vrai que tout a tourné autour du vélo à partir de ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal guidé mes choix dans ma vie. Et toi, déjà à l'époque, tu avais le plus beau vélo de tous les copains grâce au magasin? Voilà, je testais le nouveau matériel. Ouais. J'étais dans les premiers coureurs à utiliser les pédales automatiques Look. Ah, oui. C'était dans 84. Donc c'est des petites choses comme ça qui me restent en mémoire. Ouais. Et c'est vrai que c'était ce magasin, c'était central dans mon existence. Oui, c'est vrai que c'était le démarrage de ton aventure. Et puis même après, mon arrivée, on va en parler, mais mon arrivée au CNPC, c'est dû aussi d'avoir vécu dans un magasin en étant plus jeune. Oui, bien sûr. Ouais. Tu avais déjà de l'avance par rapport à tous tes autres camarades. Ouais, voilà. et c'est à partir de là justement que tu as ressenti que le vélo allait finalement compter comme ça dans toute ta vie? Ouais, alors là, à ce moment-là, c'était vraiment très marqué. Ouais. Mais je pense que déjà, dès ma toute jeunesse, vers les âges de 3 ans, j'étais déjà imprégné du vélo. Ouais. Et une des premières choses qui m'a marqué, c'est ma première sortie sur la route avec mon père, où je prends une gamelle monumentale, je m'arrache le front comme pas possible, et je remonte sur le vélo, et je veux repartir à tout prix pour continuer la sortie. Ouais. Bon, je vous raconte pas le savon que ma mère a passé à mon père en arrivant quand elle a vu dans l'état que j'étais. Mais pour moi, c'était important de finir la sortie qui était prévue. Qu'est-ce qui, selon toi, a été le plus important dans tes années de coureur? Les victoires, les défaites, tu vois, les échecs? Là, tu as parlé
Heureusement que ce n'est pas les victoires, parce que j'en ai pas eu beaucoup. Les échecs, certainement un petit peu plus. C'est vrai que c'est un sport un peu ingrat. On perd plus souvent qu'on gagne. Oui, au vélo, c'est clair. C'est un peu comme le tennis, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vainqueurs par rapport au nombre de participants. Mais ce que je vais retenir, moi, c'est que si on demande beaucoup à l'être humain, il est capable de donner beaucoup. Ouais. Lorsque tu finis un Tour de France, tu découvres des forces que tu n'imaginais pas. Ouais. Et tout ça, ça te sert un peu après, parce que tu sais que tu peux donner toujours plus que ce que tu penses. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est important. C'est important de découvrir les ressources qu'on peut avoir au fond de soi-même, quoi. Ouais. C'est vraiment le but de ce sport-là, quoi. Finalement, quand tu montes sur un vélo, tu sais que tu vas pas gagner la course. À part si tu es vraiment super fort. Quelques-uns, oui. Il y a différentes façons pour se faire plaisir sur une course de vélo. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les leaders qui sont vraiment là pour gagner. Après, il y a les équipiers qui sont là pour aider les leaders. Et après, il y a la victoire personnelle sur soi-même, de donner le maximum et d'aller au plus profond de soi, quoi. Et c'est quoi justement la plus grande leçon humaine que tu as appris dans ce sport? Moi, je pense que la plus grande leçon, c'est déjà... On a l'impression que le sport cycliste, c'est un sport individuel, parce que chacun est sur son vélo individuellement et force individuellement. Mais il n'y a aucune victoire qui est possible sans un travail d'équipe. Ouais. Et c'est vraiment ce que le vélo m'a appris. Et quand je rencontre encore des anciens coureurs, il y a toujours ça qui reste ancré chez les coureurs, c'est cette envie de travailler en groupe. Ouais. Et cette idée d'un peu de communauté, et qu'on ne fait jamais rien sans les autres, quoi. Ouais. On fait jamais rien sans les autres. Je trouve que c'est vrai ce que tu dis avec les sportifs, les coureurs, mais aussi tu vois, avec les mécaniciens, avec toutes les équipes qui sont autour justement de l'équipe qui va courir finalement, les nutritionnistes. Il y a un objectif commun, c'est la performance. Et puis chacun va venir apporter sa pierre pour que l'objectif commun puisse se réaliser. Ouais. Et puis après, dans une équipe, les leaders sont interchangeables selon le type de parcours, etc. Et il faut se réadapter en permanence. Ouais. Et je crois que ça, c'est important. Oui, la réadaptation en permanence. Et ça, on peut facilement le transposer après en entreprise. Ouais. Oui, si on y arrive, je pense qu'on peut gagner. C'est vrai qu'il y a des valeurs dans le sport qui sont, quand tu les retransposes dans l'entreprise, ça apporte plus de performance, de gestion, peut-être aussi du stress, le mental, etc. Il y a des valeurs dans le sport qui sont très, très, très bien en entreprise. Du coup, là, on va passer un petit peu à ton rôle de directeur technique. Donc, toi, tu étais coureur professionnel, tu as quitté la course pour revenir après sur ce métier d'architecte du Tour de France. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap, à passer de coureur à architecte ou en tout cas Alors ça s'est pas fait simplement, parce que déjà j'avais fait une carrière quand même assez longue, 12 ans de professionnalisme. Et puis j'avais décidé de tirer un trait sur le monde professionnel et le monde du cyclisme quelque part, et je voulais me réorienter dans les métiers du sport, d'où mon inscription au CNPC. Au CNPC, Et donc ça c'était juste après ta carrière? Aussitôt après ma carrière, j'ai même un petit peu abrégé ma dernière année pour prendre la formation au mois d'octobre et puis plonger directement dans une formation. Et à la sortie de cette formation, j'ai été embauché pour la création d'un intersport à Pau. Ouais. Et donc ma voie était très éloignée normalement du monde du cyclisme professionnel. Ouais. Et puis quelques mois après, par contre, on m'a rappelé pour me demander si j'étais candidat pour un poste au sein du Tour de France. Et c'est là que je suis revenu dans le monde professionnel. Mais au départ, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Ouais. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi au départ. Oui. Toi, tu voulais quitter offert un peu plus loin. Le monde du cyclisme et peut-être te poser un peu plus. Je me voyais pas travailler dans une équipe. Et puis, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette opportunité d'aller travailler pour le Tour de France. Voilà. Okay. Donc, j'avais décidé de prendre une autre voie.
Et puis bon, c'est le Tour de France qui, à un moment donné, est revenu vers moi en me disant est-ce que tu serais prêt pour candidater? Je dis oui, après j'ai été accepté. Et puis au fur et à mesure, ça a encore demandé un long cheminement. Il m'a fallu, une fois arrivé dans le Tour de France, à la société qui organise le Tour de France, il m'a fallu une dizaine d'années avant d'avoir ce poste de directeur de course. Ouais. Et tu as fait quoi au début alors quand tu es arrivé? Alors au début, déjà, il faut apprendre le métier d'organisateur parce que c'est un monde tout à fait nouveau. Oui. Il faut apprendre à organiser les courses. Après, on apprend à faire de l'assistance direction course, c'est-à-dire qu'on est régulateur en course, où on va gérer les flux des véhicules en course, etc. Ah oui, d'accord, ok. Et puis au fur et à mesure, on commence à nous donner des épreuves un peu moins d'une importance un peu moins importante, d'un niveau inférieur. Puis j'ai progressé au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, la personne qui était en place, Jean-François Pécheux, est parti à la retraite, il fallait un remplaçant, et puis j'ai été choisi. C'est toi qui avais le plus d'expérience du coup, puisque oui, et puis j'avais peut-être montré aussi mon envie d'aller vers ce poste de direction, de directeur de course. J'ai passé des examens d'arbitres internationaux. Oui. Voilà, donc oui, il y a un cheminement quand même. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut acquérir un paquet de compétences, avoir aussi quelques diplômes, et puis avoir l'opportunité de remplacer quelqu'un au moment où on a envie de le faire. Ton expérience de coureur professionnel, elle a compté, j'imagine, aussi sur ce poste-là de directeur technique. Oui, alors au sein des gens qui pourraient postuler, il n'y a que des anciens coureurs. Ouais. Voilà. Il faut, oui, parce qu'il faut avoir le ressenti de la course, le ressenti des problèmes de sécurité, le ressenti de plein de choses. Ouais. Et puis il faut quand même connaître les limites un peu de l'exercice physique, du corps humain. Je vois. Et alors on dit souvent que tu es perçu comme un metteur en scène du cyclisme, c'est-à-dire que tu cherches avant tout l'équilibre sportif, l'émotion, la surprise. Tu cherches quoi quand tu mélanges un peu tous les ingrédients de... Je pense que le vrai objectif c'est de trouver de l'action, mettre de l'action dans la course. Ouais, c'est faire en sorte que les coureurs puissent s'exprimer, que les coureurs aient envie d'attaquer. Qu'il y ait des mouvements en course, et c'est surtout ça qui est l'objectif principal. Et puis après, si ça bouge, il peut y avoir plus de suspense, il peut y avoir plus d'action, de moments forts. Mais c'est vrai qu'il faut de l'action, il faut aller chercher l'action. Oui, c'est un vrai spectacle pendant un mois. Oui, alors c'est pas toujours très simple, ça dépend aussi de la tactique des équipes. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des choses pour que les coureurs arrivent à se mettre en avant. À s'exprimer. Ouais. Sur leurs différentes forces. Oui, il ne faut pas que toujours ce soit 21 jours pareils. Il faut alterner un peu le type d'étape, etc. Et puis après, il y a un autre objectif, c'est la mise en avant des territoires. Ça, c'est très, très important parce que plus de la moitié des téléspectateurs regardent le Tour de France pour les paysages et autres, et qui ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'une course de vélo, mais ils sont là parce que c'est beau, parce que c'est notre pays, etc. C'est un spectacle populaire. Ah bah oui, avant tout. Les gens, moi je sais. C'est tellement la mise en avant de plein de choses il y a l'histoire, il y a les territoires, il y a l'architecture, il y a tout ça à mettre en avant. Et c'est incroyable. On a quand même le plus beau stade de tous les sports. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais quand j'étais petit, tu vois, tout le monde a ce souvenir, tu sais, d'être avec son papa ou son grand-père à regarder le Tour de France pendant les grandes vacances d'été, quoi. Je crois que ça fait, alors lorsqu'on est français, ça fait un peu partie du passage un peu obligatoire. C'est dans l'ADN des Français. Ouais. À un moment donné, il y a ça et Roland-Garros, quoi. C'est d'aller sur le terrain et d'aller voir passer le Tour. Ah oui. Et on en garde tous un souvenir, je pense, impérissable. Lorsqu'on est allé avec ses parents, ses grands-parents, un oncle, une tante, au bord de la route, voir passer ça fait partie des vacances, éphémère, quoi, ce flash. Mais ça fait partie de... Non mais t'as tout, t'as la caravane du Tour juste avant. L'éducation un peu... T'as la caravane du Tour juste avant avec les cadeaux, c'est un vrai spectacle. Effectivement, oui, c'est vrai que quand on voit les cyclistes passer, ça dure pas très longtemps. C'est très rapide. À part si t'es sur des étapes de montagne, tu vois, où... Là, ça peut durer un peu plus longtemps dans les montées. Mais ce côté flash, en fin de compte, ça donne de la grandeur, j'ai envie de dire, au Tour de France, parce que on est spectateur, on voit quelques secondes de ce passage, et puis quand on passe de l'autre côté, quand on est téléspectateur, on se dit « Ah putain, mais
ils font la même chose depuis 3 semaines. Ouais, c'est ça. Et on se dit, mais c'est de la folie. Mais après, le spectacle, il est aussi dans le public, tu vois. Ouais, il est partout, ensemble, c'est tout un ensemble. Une ambiance, c'est le mois de juillet, il fait beau, il y a du soleil, c'est vrai. C'est la glacière. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui sont déguisés, il y a des gens qui font la fête, qui représentent aussi leur territoire, des fois, quand on est sur... c'est un vrai spectacle sur un mois. Et dans cette posture d'architecte, est-ce que tu as des fois, toi, l'impression de refaire un peu la course ou de refaire des étapes de ce que tu faisais quand tu étais coureur pro? J'ai surtout conscience que j'ai un poste assez privilégié. Hein. Ouais. Je sais pas, il y a plus de 40 millions de Français qui regardent le Tour de France chaque année. Et j'ai certainement la meilleure place pour le regarder. Ouais. C'est toi qui es dans la voiture rouge. Voiture rouge juste derrière alors le peloton. Et puis au fur et à mesure qu'il y a des lâchers, ma voiture remonte. Et quand c'est en montagne, je suis toujours avec les 2-3 meilleurs. Quoi. Voilà. Ouais. Donc j'ai pu repasser l'effectif de tout le peloton et puis finir avec les meilleurs dans montagne. Et c'est vrai que je me le cache pas, il y a des fois je vis vraiment la course intensément au sein de la voiture. Quoi. Alors il y a toujours ce stress parce que il y a toujours tous les problèmes de sécurité, etc. Qui tournent sur la course. C'est une vraie préoccupation. Mais je reste quand même encore passionné et privilégié. Ouais. C'est vrai que quand tu es dans une course comme ça, tu arrives quand même à garder un peu ce côté passionné où tu es vraiment focus sur la sécurité, sur des éléments c'est un mix. de métier. C'est vrai que je dois être très attentif à toutes les alertes qu'il peut y avoir sur les radios, ce que je vois à la télévision, comment se comportent les spectateurs devant les coureurs. Je suis pas comme dans un canapé. Je suis en stress. Je suis en stress. Je suis en stress, mais je profite. Tu profites quand même, tu arrives quand même à en profiter. Ok. Et tu as souvent dit que à travers un parcours, tu racontes une histoire. Tu vois, à travers un tracé, un parcours de Tour de France là. Sur le Tour 2025, c'était quoi l'histoire que tu voulais raconter à travers ce tour? Alors oui, c'est vrai que là 2025, on était dans un tour un peu particulier où on partait du nord de la France avec. On revenait à des tours tracés un peu à l'ancienne avec 10 jours de plaine, et puis après les 2 massifs plus importants que sont les Pyrénées et les Alpes. Et il fallait réussir à trouver des solutions pour dynamiser ces 10 premiers jours. Et c'est vrai que ça a été quand même un gros travail, notamment dans la traversée de la Normandie pour aller chercher des côtes. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place, notamment depuis 2014, où on essaye régulièrement d'aller trouver des côtes dans des endroits où il n'y en a pas forcément énormément pour essayer de dynamiser le final des étapes. Et on a la chance parce qu'on a des coureurs qui en profitent ces dernières années et qui attaquent dans le final des étapes. Et le public commence à s'en rendre compte. Ça met du temps parce que on vit avec des stéréotypes. Dans la tête des spectateurs, c'est le Tour de France, c'est 10 jours de plaine, 10 jours de sprint et puis la montagne. Non, on a essayé de modifier les choses et je pense que maintenant ça commence à être ancré dans la tête des téléspectateurs et spectateurs qu'il peut se passer des choses dans la première semaine du Tour de France. Et ça c'est important parce que l'audience elle doit se faire sur les 3 semaines. Sur les 3 semaines, On voit une remontée d'audience quand même qui arrive plus vers la fin. Oui, alors déjà ça correspond aussi aux dates du Tour de France. On sait que les Français ils sont plus en vacances du 14 juillet au 15 août. Et ça, une fois qu'on arrive au 14 juillet, les audiences ont une tendance à monter. Et puis, en général, on va dans la montagne où ça monte bien. Mais bon, un des records d'audience a été fait dans la plaine avec l'arrivée à Paris cette année à Montmartre. Donc il n'y a pas que les montagnes pour faire de l'audience. Ça monte un peu à Montmartre. Oui, ça monte, mais c'est quand même pas une grosse côte. Non, c'est pas une très grosse côte. Et alors, du coup, on parle un peu de tout ça. Comment on réussit à innover quand on travaille sur une institution centenaire? Tu l'as dit tout à l'heure, tu es arrivé toi quand ils avaient déjà 100 ans. C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'on vit aussi avec l'héritage. On ne peut pas tout remettre en cause et tout remettre à plat. Il faut garder quand même les bases du Tour de France. Des traditions, quoi. Oui, mais ça n'empêche qu'il faut aussi s'adapter à l'évolution du sport. Et ces dernières années, notre sport a aussi beaucoup évolué, comme beaucoup de sports. Et c'est là qu'il faut trouver des subterfuges pour faire en sorte qu'il y ait toujours ce côté action, ce côté dynamisme qui reste. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Et
Et ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'aller chercher des côtes dans les parties les plus plates de la France, c'est important pour pouvoir donner du spectacle plus souvent, etc. Oui. On a aussi, ces dernières années, beaucoup travaillé sur les massifs intermédiaires, comme le Massif central, le Jura, les Vosges, qui ont permis de se voir dérouler des étapes de belle façon. Ouais. Et oui, on va un peu moins dans les Pyrénées, un peu moins dans les Alpes, mais on a trouvé des terrains un peu différents. Oui. Pour se renouveler, quoi. Mais c'est incroyable quand même, la France, t'imagines la géographie, la topographie de la France qui te permet de faire tout ça. Si tu étais dans un autre pays... alors si on était en Italie, ça serait plus facile parce qu'ils ont beaucoup plus de montagnes à proximité. Ils ont plus de montagnes à proximité. Partout. Mais en Hollande, par exemple, c'est plus... en Pays-Bas, c'est plus plat. Ouais. Quoi. Mais par exemple, là, cette année, en 2025, on a fait un super final d'étape à Boulogne-sur-Mer. Ouais. C'est pas réputé pour des grandes collines, mais on a eu un super spectacle. Bien sûr. Voilà, mais il faut prendre le temps d'aller chercher, il faut connaître les routes, etc. Prendre quelque part un peu des fois quelques risques. Oui. Faut les limiter, mais parfois il y a une prise de risque aussi de notre part. Mais c'est vrai qu'on a complètement changé la façon de tracer le Tour de France. J'ai envie de dire, il y a encore 15-20 ans, le Tour de France c'était entre la ville départ et la ville arrivée, c'était très rectiligne. Donc on couvrait beaucoup de territoires avec les 21 étapes. Maintenant, on a une tendance à raccourcir la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, mais par contre, on va aller chercher les difficultés entre ce point de départ et ce point d'arrivée. Ouais. La conséquence, c'est qu'on couvre moins de territoire. Et alors, ça crée des frustrations d'un côté, parce que lorsqu'on regarde la carte du Tour de France, on a l'impression qu'on est très loin de faire le Tour de la France. Oui, ça fait mais d'un autre côté, en termes de spectacle, pendant les étapes, c'est mieux, c'est bien mieux. C'est mieux pour les spectateurs et pour les coureurs. Pour les téléspectateurs, les coureurs. Ouais. Il y a plus de prise de risque, mais plus de spectacle. Et c'est une demande un peu des téléspectateurs, justement, tu vois, ils ont une influence aussi, parce qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, maintenant, ils peuvent commenter, influencer un peu, tu considères tout ça? Bien sûr que c'est une influence. C'est vrai que la jeune génération est beaucoup plus zappeuse. On ne peut pas lui proposer 5 fois le même scénario de suite, 5 jours de suite le même scénario avec une étape monotone qui arrive au sprint. On est obligé de varier le type d'étape pour intéresser les plus jeunes spectateurs. Et l'objectif qu'on se donne avec Christian Prudhomme, c'est clairement, il est affiché, c'est de ne pas avoir plus que 2 sprints de suite dans le Tour de France. Alors, quand on est dans des parties plates, on tente quand même de trouver des choses pour pas que ça arrive au sprint. Après, l'influence du public sur le tracé, je pense que la seule différence par rapport au passé, c'est que maintenant c'est sur des réseaux sociaux. Mais avant, les gens devaient commenter aussi. Oui, en direct. Entre eux, devant la porte. Devant le comptoir, devant le comptoir. Commenter le travail qui était fait par le Tour de France. Maintenant, ils le font sur les réseaux sociaux. Parfois, ça nous revient jusqu'à nos oreilles. Mais je pense pas que c'est une grande influence sur le Tour. Non. Et ce qui influence beaucoup peut-être aussi, c'est tu le disais tout à l'heure, l'innovation dans le cyclisme. Hier soir, quand j'étais donc sur le campus Éclore à Saint-Denis, on m'a dit que maintenant on faisait des dérailleurs Bluetooth. Ah oui, ça fait déjà un petit moment que ça existe, mais mais c'est vrai que le monde... C'est un monde qui évolue beaucoup. Énormément. Il y a cette histoire de dérailleurs, il y a ces capteurs de puissance. Après, les équipes sont devenues tellement professionnelles dans la nutrition, dans l'entraînement, dans la reconnaissance des parcours, que c'est très difficile de les surprendre. Parce que tout est analysé en amont, ils ont des données pour tout. Oui. Ils en ont plus que toi presque, non? Ah oui, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça durcit un peu notre travail. Ça durcit le travail. En termes de sécurité aussi. Mon vrai délire, ce serait qu'ils découvrent le parcours au moment d'arriver sur le départ. Et ça, c'est complètement irréalisable, utopique. Mais ce serait mieux parce que on pourrait surprendre les coureurs. Que là, tout est analysé en profondeur, ils font la reconnaissance de tous les parcours. Pour la performance et la sécurité, j'imagine aussi. Puis pour tout analyser, les watts qu'ils vont pouvoir fournir, les calories qu'ils doivent manger, comment ils doivent s'hydrater, etc. Et ça fait qu'on a
une accélération des courses incroyable ces derniers temps. Ça va plus vite en moyenne le peloton en termes de vitesse? Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dues au matériel. Le matériel est beaucoup plus performant qu'il y a une quinzaine d'années, ça c'est clair. Et puis tout ce suivi nutritionnel, etc., aide beaucoup à améliorer les performances. Ouais. Et j'imagine que la vitesse qui est ajoutée au peloton, plus peut-être, tu vois, dans les villes, l'ajout des ronds-points, des chicanes, etc. Comment tu fais pour justement essayer de bien sécuriser tout ça, quoi? Ça, c'est vraiment le point noir de notre sport en ce moment. Voilà, on est à la croisée des chemins, en fin de compte, entre cette accélération de la vitesse moyenne et puis l'accroissement des aménagements urbains. On arrive à un moment donné où ça devient très dangereux. Et alors nous, on met beaucoup de choses en place pour signaler, protéger les dangers, mais ça n'empêche que la volonté, par exemple, des communes, c'est de réduire limiter la vitesse à 30 à l'heure, et puis nous, on essaye de passer avec le peloton à 60. Et forcément, il y a des moments où ça passe pas, même si on a des gens qui sont hyper agiles sur un vélo, il y a des moments ça va au clash, et ça nous arrive quand même de plus en plus souvent à ne pas pouvoir installer une arrivée dans une ville parce qu'il y a trop d'aménagements. Et on peut pas modifier des aménagements, essayer de voir avec la mairie. C'est souvent un coût exorbitant. On parle en dizaines de milliers d'euros à chaque fois, et la note peut devenir très salée. Donc il y a des fois maintenant on est obligé, lorsque c'est une arrivée au sprint massif, de revoir nos plans. Ok. Et si tu regardes ton parcours un petit peu en arrière, c'est quoi les moments de doute ou de remise en question, tu vois, importants sur ton parcours professionnel, je veux dire? J'ai envie de dire que j'en ai eu deux gros moments où j'ai vraiment douté. En 95, à la fin de l'année 95, j'avais décidé de changer d'équipe et puis de faire confiance à la Française des Jeux et de Marc Madiot. Sauf que juste après avoir signé mon contrat, ils ont décidé de reporter la mise en route d'une nouvelle équipe, nouvelle équipe. Et au mois de septembre, je me suis retrouvé sans contrat. Et là, sur le carreau, et là, ça a été compliqué. Ça, c'est le premier moment difficile. Et le deuxième moment difficile, c'est après le CNPC. Donc, j'avais enchaîné très vite sur cette création de magasin d'Intersport à Pau. Et au bout de 4-5 mois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que tu voulais faire, la vie que je voulais mener. Je ne supportais pas d'être tous les jours au même endroit, à mettre ma veste dans le vestiaire, au même horaire. Et donc c'était vraiment un moment difficile. Et à ce moment-là, je me suis dit non, je ne pourrais pas continuer comme ça, je dois trouver une autre solution, faire autre chose. Et je ne peux pas continuer là parce que c'est pas ce que je veux, je ne m'éclate pas dans ça. Et ça a été les deux moments les plus compliqués, j'ai envie de dire, de ma vie. Un moment qui a été subi en 95 où tu n'as pas eu le choix, quoi, ça venait pas de toi. Et un autre moment où tu t'es dit j'arrête le cyclisme, je vais me faire une reconversion, et en fait non, c'était pas pour moi. Et le cyclisme t'a rattrapé. Ouais, m'a rattrapé. À chaque fois, j'ai été rattrapé par mes connaissances, je veux dire, ou mes relations humaines. En 95, j'ai été rattrapé par Stéphane Javalet, le directeur sportif, le manager général de Big Mat Aubert, qui était normand et qui m'a dit non, j'ai trouvé une solution. Et voilà, il a trouvé une solution au dernier moment. Et puis 3 mois après, c'était oublié parce qu'on était en route dans la saison. Et puis on a fait le Tour de France avec cette équipe Big Mat Aubert qui était toute petite. Donc voilà, c'était quand même génial. C'était une aventure incroyable. J'avais touché quasiment le fond. À un moment donné, je pensais à la fin de ma carrière. Et puis 6-7 mois après. Mais c'était quoi le déclic? C'était parce que c'était une petite équipe, parce que tu savais que c'était un challenge? Non, c'est parce que voilà, j'ai eu quelque part la providence d'avoir Stéphane Javalet qui m'a offert un contrat, et puis il s'est tombé dans une période où le cyclisme français était un peu dans le creux. Le Tour de France avait vraiment besoin d'équipes françaises. Ils ont fait confiance à une petite équipe et c'était reparti. Et t'as rebondi, quoi. On a rebondi, et puis après ça m'a porté jusqu'à la fin de ma carrière dans cette équipe. Ça a été 6-7 ans d'un parcours incroyable. Et le Tour de France avait fait confiance à cette petite équipe, et on avait gagné une étape avec Cyril Saurin sur le Tour de France. Avec Cyril Saurin, ouais. Donc c'est l'étape de Madine. Madine,
Donc J'allais dire voilà, Metz, c'était, Nadine, à côté de Metz. l'histoire était quand même incroyable. Et là, c'était vraiment la toute petite tôle contre les grosses armadas, mais qui était faite avec des gars qui avaient des revanches à prendre quelque part. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui te fait vibrer. Ouais. Il faut voir la. Alors, c'était encore possible il y a 20-30 ans. Je ne sais pas si ce serait encore le cas, mais c'est des aventures qui restent si marquées. Si c'est le cas, là, pour le coup, ce serait extraordinaire aujourd'hui de faire ça. Ouais, c'est sûr. Et c'est cette force-là qui te permet de rebondir à chaque fois, te dire bon allez j'y vais. C'est quoi? C'est tête baissée. Là, je me pose pas de questions. Quand même à la merci d'attendre. C'est quoi la force un coup de main de l'extérieur. Hein. Ouais. Voilà. Mais t'aurais pu dire non. T'aurais pu dire ouais bon c'est bon. Non, j'avais envie de continuer. J'avais envie de prouver que j'avais encore ma place, etc. Et mais bon, il y a une part de hasard, une part de chance. Et puis ça a été la même chose lorsque j'ai décidé de quitter quelque part le monde des métiers du sport chez Intersport. Je décide la veille au soir, je dis non, c'est bon, je ne finirai pas l'année, je m'en vais. Et le lendemain midi, comme par hasard, je reçois un coup de téléphone, on me dit est-ce que tu es candidat pour postuler pour le Tour de France? En fait, tu as une bonne étoile. Ça peut-être, mais ça peut-être qu'elle se prépare un peu en amont parce que les gens ils t'appellent parce qu'ils ont confiance en toi, ils ont confiance en toi, quelque part. Bien sûr. Puis tu as prouvé déjà aussi des choses. Donc voilà, par ailleurs. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant parce que la chance, on peut la provoquer. Mais ça se provoque quand même un peu. Et donc à chaque fois, j'ai été rattrapé, par mes relations avec d'anciens équipiers, avec ça c'est important. C'est vraiment le cercle qui a fonctionné. Et pour toi justement tout ça fait partie de la vraie vie. C'est quoi ta définition personnelle de la vraie vie si tu devais... Moi, la vraie vie, c'est quelque chose d'assez simple. C'est ce que tu vis tous les jours. Non, c'est pas ça. Non, la vraie vie, moi, c'est par moment, j'aspire juste à aller faire un tour de vélo dans un beau lieu, puis être tranquille. C'est ça. C'est juste profiter de sa passion. J'ai pas besoin de bling bling, j'ai pas besoin que ça brille. Être tranquille dans la nature, à faire mon tour de vélo, un bon effort aussi pour transpirer, ça me suffit. Et si tu devais partager un message avec un jeune diplômé aujourd'hui, tu vois, ou un sportif, je sais pas, un jeune diplômé, ce serait quoi? J'ai envie de dire quand même, si tu as une passion, essaye de l'exploiter au maximum, essaye d'aller vers cette passion-là, parce qu'elle va t'apporter des choses que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Moi, j'étais parti dans ces métiers du sport commercial quelque part, mais c'était pas fait par passion. C'était pas juste, et j'ai bien vu que ça n'allait pas le faire. Par contre, je retombe dans ce métier plus proche du monde sportif professionnel. Et là, de suite, je me suis éclaté. En fait, tu te poses plus de questions là. Tu étais dans ton truc, quoi. C'est ton élément. Et puis, tu n'as plus l'impression de travailler. Tu n'as plus cette sensation de travailler. Ça fait du bien. Il n'y a plus de contraintes. Tu fais, c'est toujours quelque chose qui va te plaire. Et puis même s'il y a des contraintes, elles sont moins pesantes parce que derrière, il y a des moments qui vont être sympas. Tu vis ton métier. C'est trouver un peu ce qui va te passionner et puis après t'engager à fond là-dedans. Parce que il ne suffit pas de profiter que de la passion, il faut aussi apporter des choses. C'est ça. Et puis même, peu importe après la technicité du métier, c'est-à-dire déjà, trouve ta passion et après le métier, il viendra en fonction. Et puis tu vas trouver des ressources, si tu es passionné, tu vas trouver des ressources, tu vas trouver le courage de te remettre en question, de te reformer. De te mettre à jour, et que ça ne va pas être le cas si tu n'es pas passionné. C'est ça, super. Donc aujourd'hui, tu as un rôle clé de leadership, en gros, sur le Tour de France. Ton rôle, c'est de créer des conditions pour que d'autres s'expriment aussi. C'est ça, ce qu'on dit depuis le début. Comment tu vis cette posture de chef d'orchestre? C'est quoi le premier point déjà, c'est que je suis quand même assez fier. Fier d'être arrivé à ce poste-là, parce que c'est pas mon palmarès qui aurait pu me laisser espérer ça. Donc, et puis après, il y a aussi quand même ce sens des responsabilités. Je dors pas tous les jours tranquille. Tu as eu des nuits difficiles. Il y a toujours des moments de tension. Quand j'ai pris un risque, je me suis dit, pourvu que ça se passe bien, etc.
Ah oui, parce que tu peux pas le voir avant que ça arrive, en fait. Bien Quand sûr, tu fais un choix, moi, c'est le jour J. Un an en amont. Ouais. Tu peux un peu analyser, projeter des choses, mais je projette, je pense que ça va se passer comme ci, comme ça. Ouais. J'espère toujours avoir tout analysé. Ouais. Et puis il y a des fois, oui, il y a des moments, je prends un risque. Ah ouais, c'est comme lancer une fusée dans l'espace. C'est le jour J. Donc après, tant que la course n'est pas déroulée, je ne suis pas sûr de mon coup. Ouais. Et puis il y a des fois où j'ai mis beaucoup d'énergie dans des choses, et ça s'est mal passé. Ça s'est pas super bien passé. Puis il y a d'autres fois, ça se passe super bien. Ouais. Donc il faut accepter le fait qu'on n'ait pas une influence à 100% sur le résultat. Et puis il faut quand même rester un petit peu humble sur l'importance qu'on a sur la course. Ouais, ça c'est une qualité que tu as déjà d'office. Ouais, je pense que quand tu es cycliste, tu es obligé d'être quand même humble parce que c'est tellement dur. Mais voilà, c'est ce qu'on disait au début. Tu vas connaître des grands moments, mais tu sais aussi que des moments où tu vas être en galère et que il faut les passer aussi ces moments-là. C'est vraiment une qualité. Je pense qu'il faut quand même rester humble. Il faut quand même être humble. Et justement, par rapport aux qualités dans tes équipes chez ASO, c'est quoi les qualités humaines que tu valorises le plus ou le plus souvent? Je crois que alors l'humilité, ça c'est clair. Bon, il faut avoir envie de donner, il ne faut pas trop compter ses heures, et puis il faut avoir un peu de passion, quoi. Il faut vivre ça avec passion quand même. Ouais, ça c'est important. Faut qu'ils transpirent quelque chose. Il faut que quand tu travailles chez ASO sur le Tour de France, il faut que tu sois passionné par le vélo, par le Tour de France, par le sport. C'est le cas de tous les collaborateurs. Alors c'est pas... faut pas être non plus omnibulé par sa passion, quoi. Il y a des choses à rendre, quoi. Ouais. Et puis après, il faut aussi savoir travailler au service des autres, travailler au service des courses. Et puis oublier un peu parfois ses prétentions personnelles, quoi. Ouais, il faut être au service, quoi. Ouais, il faut être au service, ça c'est important. Et, on passe après les épreuves, quoi. Ouais. On est au service des épreuves, on passe après les épreuves. On peut se faire plaisir, mais on passe après les épreuves. Okay. Ces dernières années, on a vu quand même la domination de certains coureurs sur le Tour. Comment tu fais pour préserver quand même le suspense? C'est un peu comme... Mais c'est un peu pareil dans le football. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est le PSG qui va gagner le championnat. Dans le tennis, c'était Federer ou Nadal. Là, honnêtement, on est dans une période un peu compliquée parce qu'on a une domination de Pogacar et on n'a pas vraiment les clés pour éviter cela. Après, voilà, peut-être qu'on est tombé sur le champion du siècle. Il faut admettre qu'il est plus fort que les autres. Alors, on essaye, comme cette année, on a tracé un tour pour le 2026. Où on espère que le suspense va aller assez loin. Mais on sait qu'avec lui, c'est quand même difficile. Alors on a édulcoré un petit peu les premières étapes pour essayer de préserver quelque chose. Mais on sait très bien que s'il décide d'attaquer à un moment en début de Tour de France, il peut tuer le suspense rapidement. Il peut tuer le suspense très rapidement. Et... Bon, après, on le regarde quand même le Tour parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus à chaque fois. Non, mais après, voilà... Donc là, on rajoute des étapes où ce qu'on appelle les étapes de baroudeur, où un grand nombre de coureurs peuvent aller chercher les étapes. Et ça, c'est important de mettre ça en avant. Ça retarde un peu la victoire finale de Pogacar. Mais bon, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Ouais, on n'est pas arrivé à 14 victoires de Pogacar sur le Tour de France. Donc là, on parle de victoires de Pogacar. Il y a des belles victoires humaines sur le Tour de France. C'est quoi la plus belle que toi t'aies vue? Peut-être une étape, un truc qui t'a marqué sur toutes ces années? Une année, j'étais chez Gann, dans l'équipe Gann. On était en grande difficulté. À une semaine du Tour de France, de l'arrivée des champs, on était plus de 3 dans l'équipe. Ah oui. On était parti favori pour gagner le prologue avec Borman et il s'était cassé la figure dans la première étape. Après, il avait abandonné, etc. Ouais. Et sur la dernière étape, un coéquipier, Eddy Senior, gagne sur les Champs-Élysées. Et là, c'est quand même des moments incroyables. Ouais, c'est incroyable. Pendant 3 semaines, on rame, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, le dernier jour, un coup d'éclat d'Eddy Senior et voilà, on remporte la dernière étape. C'est des choses comme ça qui restent en tête, gravées. Ouais. Et si le Tour de France était une métaphore de la vie, tu vois, ce serait quoi le plus bel enseignement du Tour? Le Tour, c'est comme la vie, hein, c'est une vraie course à étapes. C'est vrai. Ça ne va pas se gagner sur un sprint. Ouais. Non. Non, voilà, faut se remettre en question.
y a des hauts, il y a des bas, et puis c'est long. C'est long. c'est long. C'est long, mais à la fin, c'est bon, quoi. Ouais, quand t'as gagné, quand tu l'as fini. Oui, la première année où tu arrives à Paris, sur les Champs-Élysées, honnêtement, même en étant, je pense, un étranger, tu sais ce que ça représente pour toi, parce que c'est un objectif, quand tu as été gamin, de devenir professionnel. Ouais. Après, tu es passé professionnel, l'objectif c'est de faire le Tour de France. Et quand tu viens ton premier Tour de France, c'est quelque chose de fort. Parce que, alors, même si c'est pas une aventure comme faire le Tour du monde en bateau, ça reste quand même un défi assez important. Pour certains, un défi c'est de faire un marathon. Oui. Mais quand tu es coureur pro, le vrai défi c'est d'aller au bout du Tour de France. Alors, la cerise sur le gâteau, après, c'est d'aller chercher une étape, d'aller jouer le général. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais déjà, quand tu es au départ, tu sais que tu fais partie d'un Gotha. Et quand tu es à l'arrivée, c'est encore plus restreint. Donc, c'est quand même important. Il y a beaucoup de... Il y a combien de coureurs au total au Tour de France? Alors là, en ce moment, on tourne à 175. 175 ? Ouais. 175 il y a en moyenne une trentaine de Français. Et une trentaine de Français. Ouais. Ok. C'est la plus grande course cycliste au monde ou... Ouais, il n'y a rien de comparable. Déjà, c'est incomparable. Alors, il y a le haut niveau qu'on appelle le World Tour, et le Tour de France à lui tout seul sur les 3 semaines fait autant d'audience que tout l'ensemble de la saison au World Tour. Ouais. Donc, il n'y a pas photo. C'est 3-5 fois plus regardé que le Giro et le Tour d'Espagne. Donc oui, il n'y a rien de comparable. Et c'est quoi qui fait la différence? La moins bonne des étapes du Tour de France va être plus regardée que la meilleure course d'un jour. Mais c'est quoi qui fait la différence entre le Tour de France, le Giro, la Volta, tu vois? Je pense que c'est un ensemble, c'est l'ambiance. Voilà, c'est spectacle. Festif, c'est juillet, les gens sont en vacances. C'est l'amour des Français pour le Tour de France, parce que là, dernièrement, on a créé le Tour de France Femmes et la sauce prend exactement pareil. Il y a un monde incroyable sur le bord des routes, il y a un engouement. Je crois que dès qu'on met le mot Tour de France, ça fait schplick et ça réussit. C'est dans l'imaginaire collectif, c'est trop bien le Tour de France. Tu sais. Mais même les enfants, ils n'ont jamais entendu parler du Tour de France. Et puis ce qui est important, c'est que ça se renouvelle. C'est une drogue. Là, assez dernièrement, on a vu que nos spectateurs se rajeunissent. Et c'est pas tous les sports qui peuvent le dire. Et mais bien sûr. Il y a un renouvellement qui se crée. Bien sûr. Et donc, voilà, il est à 112, 113, 114 éditions, mais il est toujours d'actualité et l'effet est toujours permanent. Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde adore le Tour de France, c'est vrai. C'est fou. Ça raconte des histoires de famille, du pays, plus ancien. Il y a plein de choses. Et tu peux y aller en famille, c'est vrai, tu peux y aller avec ton grand-père, avec tes enfants, les petits-enfants. C'est clé, le côté gratuit est important. Il y a une polémique sur le fait que ce soit gratuit. Il y a un débat sur... mais le débat est plus de savoir si les salaires ne sont pas montés trop par rapport à ce qu'on peut donner. Notamment chez les coureurs, plutôt que de savoir s'il faut faire payer les spectateurs pour que les coureurs et les équipes gagnent encore plus d'argent. C'est un débat. C'est un débat. Mais comment tu veux faire payer le Tour de France? Tu peux y aller au bord de la route. La chose primordiale à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas chez nous. Le stade, il appartient à tout le monde. Et on ne va pas faire payer tout le monde pour être chez soi. Chez soi, sur ton balcon, tu payes. Non. Donc, c'est pas possible. Voilà. C'est bizarre ça comme fait un peu débat en ce moment, mais bon, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et je pense que le sport gratuit, surtout dans des moments assez difficiles comme en ce moment, a de beaux jours devant lui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et on va passer sur la partie un peu études. Il y a un cours, un moment où, pendant tes études qui t'a marqué ou qui t'a dit voilà, je sais que j'ai fait le bon choix en étant là? Je pense que c'est un peu la cohérence de tout l'enseignement. Dans toutes les matières, il y avait une espèce de cohérence qui faisait qui te mettait en confiance, qui te permettait de te dire je me vende, je vais être capable de me vendre, de montrer ce que je suis capable de faire. Et ça, j'ai retrouvé à beaucoup d'échelons au sein de l'enseignement du CNPC. Je ne peux pas dire qu'il y a une personne particulière qui m'a marqué, mais c'est plutôt la cohérence des enseignements de chacun qui poussait tout le monde
pour en sortir quelque part un peu le meilleur de ce qu'on avait. Et moi, je peux dire qu'ils m'ont ouvert les yeux sur ce que j'avais en moi vraiment, en fait, parce que j'en ai pas vraiment conscience. J'avais fait 12 ans de vélo. En plus, c'était dans une période où on critiquait pas mal les cyclistes, une période dure. J'avais besoin de retrouver un peu de confiance. J'en avais pas vraiment conscience que j'avais besoin de ça, mais après je me suis rendu compte que ça m'avait apporté de la force. De la force, de la force et de la confiance en moi pour exprimer ce que j'avais envie de dire, appuyer sur mes atouts. Ça, c'était important. C'est un message que tu dirais à un diplômé aujourd'hui qui doute, enfin un étudiant qui doute de sa voie. Essaye de retrouver un peu de confiance en toi. Je pense que le fait de se retrouver comme ça avec des gens qui sont issus de différents niveaux, mais qui ont quand même cette passion pour le sport. C'est des parcours classiques en fait. Tu n'as pas eu un parcours classique. Ouais, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient cette passion du sport. Et puis qui avaient envie de s'en sortir. Ils venaient, ils avaient certainement eu des passages un peu délicats dans leur carrière. Ils venaient se poser là. Pour en sortir quelque chose. Et je pense que ça, cet effet de groupe était important aussi. Ouais, c'est un message fort aussi, de dire effectivement, il y a cet effet de groupe qui vient, parce qu'effectivement, il y a des parcours qui sont moins classiques, si tu veux, qu'une voie tracée, quoi. Voilà, tu fais ton BTS, un bachelor, une école de commerce, etc. Là, c'est une mixité de profils. Ouais, parce qu'il y avait déjà souvent un peu d'expérience avec beaucoup d'expérience, cabossés. Et là, c'était peut-être une ultime chance pour se relancer. Et moi, j'avais ressenti dans le groupe une vraie force. Force. Et puis, qui était accompagné par les enseignants. Et sur le futur du Tour de France, c'est quoi, selon toi, les grands enjeux de demain pour transformer le cyclisme? Ça va peut-être être un petit peu technique, mais bon, les problèmes de sécurité, ça c'est clair, c'est un vrai enjeu. On en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que la vitesse continue de monter comme ça, parce qu'on va avoir des vrais drames. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On ne peut pas se permettre de rouler toujours plus vite. À un moment donné, il va falloir une limite. Et puis aussi, le deuxième enjeu, je pense, c'est les risques de cette espèce de ligue fermée qui est en train de se créer, là où il ne peut exister que les grosses équipes avec des gros budgets. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'on est en train de se séparer de la base, et ça, c'est très dangereux pour l'avenir du vélo. Et ces grosses entreprises, c'est les États qui soutiennent les équipes et qui amènent énormément d'argent et qui ont fait une flambée des salaires. Il est très difficile pour les autres partenaires classiques qui sont dans la vie de tous les jours de suivre le mouvement. Et à terme, ça pourrait être un vrai enjeu pour le vélo. Ok. Si tu pouvais dessiner le tour idéal, tu vois, sans contrainte, ni géographique, ni logistique, il ressemblerait à quoi? Déjà, il faudrait que je brûle tous les livres d'histoire. 113 ans d'histoire à brûler et puis repartir d'une feuille blanche. Non, je n'ai pas trop envie. Après, moi, les états qui me font le plus plaisir, où je m'éclate le plus à les dessiner et à les regarder, c'est pas les celles de montagne. Je préfère les massifs intermédiaires, je préfère les étapes où ça va être puncher dans le final, etc. C'est celle-ci qui me plaise le plus, Parce qu'en montagne, il y en a un qui part. Oui, puis c'est plus. C'est presque d'avance, on sait comment ça va se passer. C'est plus lancinant. Moi, je préfère. Mais ça, c'est le côté un peu plus connaisseur du vélo, puriste. Mais je sais que la majorité des gens ne comprendraient pas qu'on supprime la montagne. Ah ben non, c'est sûr. Surtout quand tu habites au pied des Pyrénées ou au pied des Alpes. Et, ok, alors tu as parlé aussi de réduire le nombre de véhicules dans le convoi du Tour. C'est pour des raisons de sécurité ou pour des raisons écologiques? Les véhicules sont électriques maintenant, je crois, non? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait en termes d'environnement. On continue à le faire. Il n'y a pas une réunion qui se passe sans qu'on parle d'environnement, ça c'est clair. On a toujours le petit volet qui c'est vrai, c'est devenu quelque chose de vraiment systématique. Et on y réfléchit régulièrement. Alors oui, les véhicules ont changé. On fait attention à avoir moins de véhicules, on fait attention à tout, au transport. Mais
au moment où j'ai demandé à ce qu'il y ait moins de véhicules en course, moi c'était vraiment sur la partie sécuritaire. Oui, c'était sur la partie sécuritaire. C'est sécuritaire. On sait très bien que le Tour de France aura toujours un impact parce que ça déplace des foules, etc. Donc il y a un vrai impact. Mais voilà, entre les 2 derniers bilans carbone qu'on a fait, je crois qu'on a réduit de plus de 30% notre émission en CO2. Ouais. Et c'est le résultat d'un gros travail de toutes les équipes. De toutes les équipes, c'est un travail collaboratif. C'est dans la caravane, c'est dans les équipes, c'est dans l'organisation. Oui. Gestion des déchets aussi, j'imagine. Aussi, mais c'est pas sans problème non plus, parce que si on prend l'exemple, on a de plus en plus de spectateurs qui font du vélo et qui viennent à vélo. Oui. Et donc ça c'est bon pour la planète. C'est top ça. Sauf qu'au moment où on fait l'évacuation, on a beaucoup plus d'accidents dans les descentes, parce qu'il y a tellement de cyclistes dans les descentes de col, de montée finale, qu'on a des accidents. Et derrière, on est bloqué avec les coureurs parce qu'il faut évacuer les accidentés. Donc il y a des conséquences à tout. Des conséquences à tout. Il y a des conséquences à tout. Des fois, dont on pense même pas. C'est vrai que en ce moment, on sent bien dans les villes, etc., il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent à vélo. Et du coup, ça se transforme en un renouvellement de nos spectateurs sur la route. Et ça, c'est important. Ouais. Et toi, à titre personnel, quelle étape aimerais-tu encore franchir dans ta vie après la direction technique? Si je regarde derrière, je trouve que j'ai quand même eu un parcours quand même assez exceptionnel, plutôt gâté. Bon. Il me reste encore quelques années à mettre les derniers objectifs en place. Et puis après, le vrai objectif, ce sera de transmettre à mon successeur pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions pour prendre le relais. Moi, j'ai été de passage. J'aurais servi le Tour de France pendant un bon paquet d'années. Tu serais fier de ton bilan? Ouais, j'espère ne pas avoir un loupé qui va tout remettre en cause, mais pour l'instant, je suis assez fier du parcours. Ça manque un peu de modestie, mais bon. Tu as raison, attends, tu as commencé dans une petite boutique à Vire de magasin de vélo. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la passion. C'est la magie des métiers passion, quoi, quelque part. Ouais, j'adore. Et on va terminer, on arrive à la fin. Je t'ai préparé un mini sprint, réponse rapide, avec des questions, et tu me réponds rapidement. Parce que t'aimes bien les vitesses, les challenges, les sprints. Ça marche? Alors, la côte la plus dure que tu aies montée dans la vie? Bon, ça, c'est émotionnel, mais c'est la disparition de mon père. Ouais, j'imagine. Ouais. Et tu crois qu'il est fier? Je pense qu'il doit être très fier de toi aujourd'hui. Ouais, mais c'est toujours... mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Si ta vie était une étape du Tour, plutôt montagne, pavé ou contre-la-montre? Je pense que ce serait une longue étape où il faut beaucoup d'endurance et qu'il faut montrer du caractère pour la finir. Ah oui, donc une montagne... Pas forcément montagne. Pas forcément. Difficile. Dans des conditions pas forcément faciles. Ok. Et quel est ton péché mignon avant ou après une étape? Avant, j'aime bien être dans ma bulle. Avant une étape, j'aime bien être dans ma bulle. Après l'étape, j'aime retrouver mon équipe sur une chaise de camping avec une bière. Génial. Pour débriefer la journée. Au soleil. Au soleil. Je vois très bien. Le mot ou l'expression que tu dis le plus souvent à tes équipes? Là, ça, j'en sais rien. Non, je ne suis pas capable. Il faudrait leur demander. Tu ne vois pas. Il faudrait leur demander. On leur demandera là. Et si le Tour de France était une personne, quel serait son caractère? Je dirais pétillante, festive. Pétillante, festive. Ok, on va terminer là-dessus. Et comment tu résumes on l'a déjà dit, mais tu vois ton parcours comme ça, tu le vois, comment tu es fier, tu es content de ce que tu as accompli depuis tout ça et... Ouais, la fierté, ça c'est clair, je l'ai. Ouais. Après, un des traits de caractère que j'ai envie de dire, et puis ça date de longtemps, c'est quand il y a des problèmes, il faut les régler. Je fais face très vite, j'ai envie de les régler vite, et puis je passe très vite aussi à autre chose. Ah oui? Ah ouais. C'est quoi comme signe astrologique? Bélier? Taureau. Taureau, ah oui. Mais non, je vais pas m'emberger longtemps sur les problèmes. Par contre,
je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup Thierry, Bon. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans cette saison 3 d'Éclosion. Bah oui, mais voilà, mais comme je l'ai dit au début, on est dans un hôtel, donc forcément il y a des bruits d'hôtel, d'hôtellerie, voilà, c'est pas grave. Mais non, mais ça a très rendu. Parfait, merci.